Voilà, c'est parti pour le ZCL News de ce lundi 12 septembre. 12 septembre, c'est une date historique pour beaucoup de Guadeloupéens, puisque c'est en 1928, un 12 septembre, que le cyclone Ipaténino Antanassa, on l'appelle cyclone 28, on en parlera tout à l'heure, a frappé la Guadeloupe. Sinon, aujourd'hui, nous allons recevoir beaucoup d'invités. On va commencer tout à l'heure avec Mme Gabrielle Privat. Bonjour. Bonjour. Elle est présidente du CNR, le Comité national des réparations. Elle était récemment à Barbade pour une grande réunion, j'ai envie de dire, afro-caribéenne. On en parlera avec elle. Hubert Kiaba, le porte-parole du LDCM, sera avec nous tout à l'heure pour une question de terrain à Gosier. Madame Rosie Bambuc, responsable du patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre, sera aussi avec nous parce que c'est la semaine du patrimoine dans les jours qui viennent. On fera un petit point avec une comédienne, Carole Rabouteur, qui présente quelque chose ces jours-ci. Elle est en train de travailler sur une pièce. Et puis, on va terminer, comme chaque lundi tous les 15 jours, avec Iman Choudan pour sa chronique en page enrichie. Dit non, mais H pour... Voilà. Sinon, l'actualité, c'est l'élection du nouveau maire à Sainte-Anne et on peut dire le séisme que ça a causé. On en parlera quand même. Thierry Galdo, il est en Guadeloupe. C'est un Français, il a écrit un ouvrage sur l'eau, la Guadeloupe, l'île sans eau. Il a fait une conférence à Rimini-Souta il y a quelque temps. On dira deux petits mots là-dessus. On a présenté aussi le film de Jean-Philippe Pascal, Les Nuits Bleues de l'Indépendance. Le film est sorti, il a été présenté la semaine dernière, au Ciné-Star. Et puis, on fera un petit tour du côté des villages, des associations à Petit-Bourg et probablement à Morne-à-l'eau. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de cette actualité. Je disais, la petite image sur le cyclone Hugo, c'est tiré de l'ouvrage Les Antilles, Guyane, 365 jours. Voilà, c'était le 12 septembre 1928, un cyclone qui a fait pas mal de ravages en Guadeloupe. Et pourtant, il n'était que de force 4. Et vous le savez, Iumaya, dont c'était l'anniversaire il y a quelques jours, c'était force 5. Et en 1928, tout Pointe-à-Pitre avait été détruit. Il y avait plus de 1500 morts recensés, mais peut-être même davantage. Et la ville de Pointe-à-Pitre et les environs étaient totalement ravagés par ce cyclone du 12 septembre 1928. C'est un Pass News extrait, donc je vous l'ai dit, des Antilles de la Guyane, en 365 dates. C'est l'ouvrage de notre ami Laura Mann. Voilà, c'est fini pour ce Pass News aujourd'hui. On se retourne toute l'actualité d'aujourd'hui. Et Madame Privat qui est avec nous, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que ça a donné cette grande, j'ai envie de dire une grande messe, mais c'est peut-être pas une grande messe, c'est une grande réunion à la Barbade il y a quelques jours. Alors oui, c'était un congrès. Oui, un congrès. Auquel nous étions invités, les panafricanistes de la Martinique, c'est-à-dire les associations pour les réparations. Ça, oui. C'était un congrès sur les réparations, un congrès international, donc organisé par le Global African Congress. Et donc, où étaient réunis effectivement des Africains, on va dire des personnes d'ascendance africaine, un petit peu du monde, de partout, du continent africain, des États-Unis, de la Caraïbe, des îles de la Caraïbe. Et donc, nous, en tant que mouvement international pour les réparations Martinique, donc avec Garcés Malsa et le CNR, Comité national pour les réparations, avec moi-même comme présidente, nous y étions. Alors, quelle est la revendication aujourd'hui officielle en ce qui concerne les réparations pour les gens qui ne savent pas encore? Alors, la reconnaissance déjà du crime. Alors, normalement, la France, par la loi Taubira, a reconnu l'esclavage, la traite négrière comme crime contre l'humanité. Mais la deuxième partie, c'est-à-dire la suite, il y a un crime, mais en fait, les réparations, on n'en parle pas. Un crime, il faut qu'il soit jugé et condamné. Absolument. Un criminel, en tout cas. Et en tout cas, depuis 2005, le MIR a déposé, a fait une action juridique contre l'État français pour revendiquer ces réparations. Et donc, nous sommes toujours dans la procédure. Nous sommes toujours dans la procédure, d'ailleurs, qui va être relancée au mois de janvier. Donc, et nous sommes allés justement à Barbade pour demander aux Caribéens de se joindre, en fait, à cette procédure. Donc, parce que le crime touche... alors, l'État français a reconnu, mais on va dire que ça s'adresse... Cette plainte-là doit être reprise par tous les afrodescendants.
qui ont subi en fait ce cas. Alors, quand vous arrivez à la Barbade devant cette communauté d'afro-descendants, de Caribéens, et que vous exposez la problématique de la Martinique, mais aussi de la Guadeloupe, puisque de la Guyane, etc., comment c'est accepté, comment les Caribéens, les Africains, les afro-descendants ont accueilli cette information? Alors, particulièrement pour le CNR, donc je représentais le CNR et également de la Guadeloupe, en lieu et place de Henri Drôle, qui m'avait demandé de présenter des requêtes aussi pour la Guadeloupe, et dont l'inscription sur les pays à décoloniser de la Guadeloupe, puisque on est toujours colonie, en tout cas on est toujours sur le système... Origine coloniale. Tout à fait, origine coloniale. Et donc, nous avons présenté de manière détaillée la situation en fait, de la Martinique. Donc, bien sûr, souvent les Caribéens ne se rendent pas compte de la vraie situation, parce que ce qui est décrit officiellement, c'est que voilà, on est bien, quoi. On a tout en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, voilà, on est régi, voilà, on a des aides, on a ça, etc. Et ce qui est absolument une manière de l'angélisme, en fait, tout à fait, puisque et les gens y croient, puisqu'on voit bien qu'il y a des Caribéens qui voient la Martinique, la Guadeloupe comme pays riches et tout ça, alors qu'il n'en est rien, et qu'on subit en permanence, en fait, la mémise. On est vraiment sous l'emprise, en fait, de cet État qui ne nous laisse pas respirer, tout simplement. Et donc, ça a été perçu... nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y avait d'autres pays comme Bonaire et comme des pays même indépendants donc, du continent africain comme le Cameroun, donc, dont les représentants ont les mêmes revendications et les mêmes problématiques, c'est-à-dire que les pays qui sont indépendants depuis 50-60 ans, ils souffrent des mêmes maux que nous dans ces dernières colonies. Alors, est-ce que, à la suite de ce congrès qui a réuni des pays de la Caraïbe et africains, on a le sentiment que les choses vont avancer, c'est-à-dire, comme on dit, il y a eu un progrès quand même? Alors, il y a un progrès, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas empoigné de la même manière que nous le sujet des réparations. Mais aussi, ils ont eu le sentiment, les faits leur donnent raison, qu'après leur indépendance d'il y a 60 ans, que les choses ne pouvaient pas rester en l'état et qu'il fallait absolument qu'ils revendiquent au niveau de leurs anciennes métropoles, qu'ils revendiquent ces réparations, Et alors, notre manière d'agir n'est pas la leur, mais ils ont bien compris la procédure, ils ont bien compris la problématique, et ils ont aussi compris que nous avons besoin d'eux pour une revendication commune, qu'il faut qu'ils se joignent à nous pour une revendication commune. Et je pense que quand même nous avons été entendus, en ce sens que au début nous avions l'impression qu'ils étaient un petit peu réticents et tout ça sur ce que nous avions présenté, et finalement petit à petit on a vu que quand même ils veulent aussi nous aider, on va dire, à avancer dans notre revendication de réparation, mais globale et totale, c'est-à-dire aussi nous aider à sortir, à acquérir l'indépendance, c'est-à-dire à sortir du joug colonial. Parce que notre problématique à nous, c'est que le CARICOM avait pris position et avait sorti un certain nombre de résolutions sur ces questions. Malheureusement, la Guadeloupe et Martinique ne sont pas de leur situation coloniale, ne peuvent pas être à la CARICOM. Donc, est-ce qu'à un moment ou un autre, il va falloir arriver à... Alors, on est quand même allé dans l'intention de taper du poing un peu sur la table. Oui, parce qu'on avait effectivement ce sentiment qu'on était laissé pour compte. Et il y a une méfiance qui est normale, qui est une méfiance qui est normale, puisque nous sommes des associations, nous ne représentons pour eux, nous sommes français, nous ne sommes pas des États. Or, je prends l'exemple du CNR. Les CNR ont été créés par la CARICOM.
D'accord? Donc, par la Commission des réparations de la CARICOM. Donc, ils ont créé les CNR. Ils ont accepté de nous intégrer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, dans leur processus. Mais tout en étant sur la pointe des pieds avec nous. Donc, on n'a pas toutes les informations et tout ça. Et on a un peu l'impression, parfois, que c'est... Attention, c'est peut-être le cheval de Troie et tout ça. Mais là, ils ont bien compris. Alors, on est arrivé en force. Hein. On était au moins 14 de Guadeloupe, de Martinique déjà, de Martinique surtout, et il y avait aussi des Guyanais. Et donc, nous avons quand même fait forte impression et nous avons fait le discours. On a décidé le discours qu'il fallait pour que les gens nous entendent et comprennent qu'on a assez joué, quoi. On n'est pas la fête. Donc, nous avons fait récemment un courrier, justement, à l'intention de Sir Hilary Beckles, donc, qui est le président de la Commission pour les réparations, pour encore enfoncer le clou et dire que, voilà, il faut absolument qu'on nous prenne en compte et qu'on avance ensemble. Alors, il y a quelques années, personnellement, j'étais à une réunion de ce type-là, mais c'était à Saint-Vincent. Et je me souviens que lors d'une intervention, Saint-Vincentien, si je ne me trompe pas, ou un Jamaïcain, je ne me souviens plus, nous disait que la chance que nous avions, entre guillemets, je dis chance, entre Guadeloupe et Martinique, c'est que nous étions encore colonisés et que nous avions la possibilité de poser cette problématique avant. Parce que eux, tous ces pays ont été indépendants. Ils n'ont pas posé cette problématique à l'époque de dénégociation de l'indépendance et que pour eux, ils voyaient ça comme étant un avantage de pouvoir poser cette problématique. Alors, quelle va être la suite de ce congrès ? Alors, la suite de ce congrès, que nous continuons à travailler donc, sur quelque chose en commun qui puisse déboucher effectivement sur déjà des documents de revendication. Et nous, de notre côté, pour la Martinique, nous avons effectivement fait un travail concernant la procédure, donc qui va commencer en janvier. Et nous avons édité des petites cartes, d'ailleurs, que nous avons distribuées, qui permet aux gens de rejoindre la plainte, de se joindre à nous pour la plainte. Et donc, sur un site qui s'appelle Esther en Justice, donc, qui a été développé par le collectif pour les réparations, donc, qui se trouve à Paris, qui a été créé par Théo Lubet, et dans lequel, justement, il y a plusieurs associations guadeloupéennes et martiniquaises, donc pour un travail vraiment costaud pour qu'on puisse arriver enfin à nous faire. Quand même une petite question parallèle. Comment votre président actuel de la CTM, M. Letchimy, envisage cette problématique du CNR, enfin des réparations? Est-ce qu'il appuie quelque part ou bien est-ce qu'il se sent plutôt éloigné de cette problématique? Alors, je vais vous avouer que nous n'avons pas de contact particulier avec M. Letchimy. À l'époque, nous avons créé le CNR. Nous avions, c'était lui d'ailleurs qui était président à l'époque de la région. Et bon, il n'y avait eu aucune invité, hein, oui, et, tout à fait. Donc, on avait été évincé, écarté. Bon, ça n'avait pas l'air de les intéresser. Par la suite, on avait vu quand même qu'il avait pris, qu'il y avait des relations. Il y a quand même des relations avec la CARICOM. Maintenant. Là, au poste de président de la CTM, nous ne l'avons jamais interpellé sur ça, mais nous allons le faire. Ah, vous pensez le faire? Nous allons quand même le faire, parce que nous... Parce qu'il y a une déclaration de Fort-de-France, il faudrait bien avoir une déclaration sur cette question avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Non, absolument. Moi, je crois qu'il faut remettre sur le tapis les revendications de manière à ce que tout le monde ne peut pas dire oui, on n'avance pas, et puis personne ne nous répond et tout ça, mais il faut les solliciter quand même. Voilà, il faut les harceler, on va dire... à la limite, donc on compte bien continuer le combat. Et vous pensez, c'est la dernière question, qu'un jour, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, on pourra réunir les Afro-descendants, les Caribéens, les Africains, sur cette question particulière? Alors, ça, vous tombez exactement pile sur... mettez pied dans là parce que effectivement et puis Garcin, donc alors c'est un c'est ça mais en fait
Et c'est Garcin qui était président CNR et Mire. Oui, Et puis depuis l'année passée, c'est moi qui président CNR. Et bien, posé aux questions. Je annoncé qu'il faudrait nous faire un grand messe comme ça, un grand sommet de réparation Martinique. Ou Guadeloupe, je quand même quitté la porte là ouverte. Et moi, Garcin, en tribune là, il y allait, et puis il dit, l'année prochaine, nous avons fait un congrès, un sommet de réparation Martinique. D'accord? Donc, nous avons préparé ça. Il y a un chimère, et bon, je pense que ça a un bel bagage, parce que je pense que faut que c'est nous en prendre le pouls côté A même, et qui a problème là. Oui, il faut que je sente même, faut que je vienne, parce que nous sommes allés à New York, et à un sommet pour ça aussi, et donc il faut que nous continuions, il faut que tous ces gens là viennent, et il faut que nous ayons besoin de force, nous avons besoin de force pour nous préparer ça, donc il faut que nous parions comme nous. Je crois ça aussi, mais quand vous voyez une force pour tous les camarades Martinique, parce que ça va en Martinique, il y a regardé actuellement là, il y a regardé l'émission là, tous les menacés Néomi et autres camarades qui en bas là. Bel bonjour à tous. Oui, voyons bel bonjour à eux, ils sont bien contents de là, et nous recevons Garcin, j'ai dit ça, nous recevons ici en direct de ce jour-là, mais il y a exactement 12h48 minutes, nous on va revenir à l'actualité. Hubert Kiaba n'est pas encore arrivé, non? Oui, il est là. Il va entrer le temps qu'on lance le premier sujet. Le premier sujet, c'est l'élection surprise du maire de Sainte-Anne. Christian Baptiste croyait qu'il avait tout verrouillé. Finalement, c'est son frère qui est devenu maire, alors qu'il avait procédé à une préparation comme un dauphinat. Mais finalement, ça n'a pas marché. On regarde un peu ce qui s'est passé, c'était ce week-end. Nous avons 14 bulletins pour Mme Faro Courier. Monsieur Franck Marcel Baptiste a obtenu la majorité absolue. Il est donc élu maire de Sainte-Anne. Les unes en parlent aujourd'hui, je le dis en toute modestie. Nous sommes dans la démocratie agrandie. Ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas désigner très à l'avance un maire. C'est au sein du conseil municipal qu'on désigne un maire. Et c'est pour cela, ce samedi 10 septembre, la démocratie a joué. Évidemment, ce sont des collègues. Il y a eu un collègue face à moi. Je l'en félicite. Mais je veux continuer avec mes collègues, avec la majorité qui a été mise en place depuis 2020 sous l'impulsion de l'ex-maire Christian Baptiste, actuellement député. Les urnes en parlaient, donc M. Franck Baptiste a posé sa candidature. C'est vrai qu'on a eu un consensus, bien sûr, lors d'une réunion où il était prévu que je sois maire de Sainte-Anne, candidate pour être maire de Sainte-Anne et lui premier adjoint au maire. Bon, il en a décidé autrement. Il a posé sa candidature et puis il a certainement contacté certains élus et voilà le résultat. Donc moi, je reste une personne honnête, loyale, engagée. Et c'est vrai que ces genres de comportements, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'accepter. Surtout, on sait que la politique est très décriée. Et lorsqu'on voit ça, bon, c'est vrai, c'est une grande déception. Mais bon, les jeunes ont parlé, bon, il est maire de Sainte-Anne, bon, voilà quoi. Nous pouvons féliciter le nouveau maire, mais je rappelle que, parce que d'aucuns peuvent comprendre, notamment vous les journalistes, peut-être qu'il y a eu un complot ou un accoquinement pour faire en sorte que mon frère Franck Baptiste soit élu maire. Ce n'est pas du tout cela. Je veux que les choses soient très claires là-dessus. Donc lui, il a fait sa démarche pour s'associer avec les membres de l'opposition pour être élu. Donc il apportera toute la responsabilité politique de cette décision. Bien, c'est un petit séisme, on peut le dire comme ça politiquement. Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Christian Baptiste est dans une situation particulière, puisque d'un côté, il y a des gens qui crient au complot, en Bafeille, et de l'autre côté, il y a des gens qui disent que sa majorité s'est effritée. En tout cas, c'est une situation nouvelle, et on ne peut pas ne pas penser à ce qui va se passer à Saint-Claude la semaine prochaine, puisque c'est vendredi prochain. À Saint-Claude, Élie Califère devra lui aussi annoncer qui sera son successeur. Il y a des noms qui circulent. On sait que la situation est un petit peu particulière aussi à Saint-Claude. Mais enfin, restons calmes pour l'instant. Nous attendons ça qui fait vendredi. Hubert Kiaba, merci d'être avec nous. Avant de nous parler de gosier, de problèmes à lotissement Mango, des petits mots quand même, sur une politique, qui ont senti ça effet de Sainte-Anne là. Continuité et un peu désolance. C'est Christian Baptiste, on en connaît très bien. Et c'est vrai que
ça a reflété totalement ça qui a passé au niveau politique en Guadeloupe. Et on a dit que c'est ça qui a fait mal véritablement au pays là. Et si on n'a pas à comprendre que les noirs dans effectivement des petits GBC comme ça, des petits mascarades comme ça, que résultat là comme ça, en tout état de cause, peuple là, c'est ça a fait encore davantage confiance dans classe politique là. Oui, tout à fait, dans la masse politique là. C'est même bitin que dans quelques jours avant, au niveau des élections, au niveau de la députation, nous entendons 2 ou 3 monde dire comme ça que oui, mais à partir de juillet, ni soigner encore au bon hôpital là parce que ça qui est réglé. Oui. Et jour là, nous avons vrai que ça a fait. Oui. Nous avons vrai effectivement que ce soignant là toujours là et nous avons vrai c'est même monde là ça qui te dit ça là et qui pourtant population là bas yo aval, eh bien yo caille et parce que yo font un coup de gueule, parce que yo dit un mot, eh bien yo pas capable les moyens pour que yo puisse respecter yo. Donc encore une fois, en étonné effectivement que Christian Baptiste quand on connaît très bien et qui ni les moyens, qui savent faire entendre et qui par arriver effectivement à faire entendre conseil municipal là pour dire comme ça que c'est un tel que nous choisit. Donc le résultat là c'est là, mais ça a montré effectivement toute confiance que mon cap perd dans les hommes politiques et ça a contribué à ce que mon pas ni confiance du tout dans ça capacité. En fait, dernière question, quoi dit nous qui fait en bas fait. Pas ça si en bas fait, si on les fait, mais en tout état de cause, on pas savent qu'il pas dans l'étape là. Il pas dans l'étape là. Bon, nous payons et puis le projet de là. Alors, Béokaba, ou vision de là pour parler d'un problème qui nettoie épisode, puisqu'en vrai, à d'autres cas que sorti, que depuis novembre 79, terrain ça à Belle-Plaine, il y a déjà une délibération qui était faite. En 85, et mis en 2011, l'État décidé de reprendre en main la salle. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Parce que faut qu'on comprenne si moins cette situation-là. Alors, ça qui a fait là, ça grave. Et c'est pour raison là ça qui a essayé de créer de toute façon moins, mais ça qui a passé en Guadeloupe parce que ça énigmatique à ça qui a passé un peu de tous côtés. À Belle-Plaine, où nous castons parler souvent de Belle-Plaine, là où l'applique à tomber parce que c'est une zone qui marécageuse, qui inondable, pardon. C'est une zone qui est inondable. En 1979, et si population a subi ça, on a dit qu'il est que nous les végaolés par rapport à les moniques à représenter nous, mais surtout par rapport aussi à l'État. Ouais. Comment comprendre? En 1979, le 16 août 1979, l'État Kabaye en autorisation pour lotir à Belle-Plaine. Il y a une autorisation de lotir. Ça veut dire que ni un opérateur qui vient que la commune demande l'État autorisation parce que c'est un terrain qui appartient à l'État et il permet à ce que lotissement là vienne là dans le cadre d'un projet pour LTS à Belle-Plaine. Tout à fait. Donc, ça veut dire que si vous avez autorisation pour un projet d'LTS, ça veut dire que au bout d'un projet là, ça, conformément à cahier des charges là, ces gens-là doivent être propriétaires à pratiquement toute casayo et terrain là qui case la posée là. Ouais. Sauf que nous avons constaté que y a une sorte de magouille entre l'État et la commune à l'époque, parce que en 79, l'État a eu autorisation à permis de lotir, ça veut dire qu'il a tiré son patrimoine. Mais en 2011, ça nous a trouvé-nous étonnant. En 2011, il y a un acte dotatique de concession à charge du gaz avec transfert de propriété où l'État même, Carevin, dit Mégosier à l'époque, nous étions le 26 décembre 2011, vient signer un acte d'authentique d'endigage pour dire comme ça et de concession pour dire que nous avons rebat au terrain là ça encore. Par contre, nous avons exigé que vous faites travaux, notamment au Carambléé de 3 mètres du niveau de la mer parce que vous découvert qu'il est inondable. Et effectivement, au cas payer toute taxe, impôt, charges foncières, taxes foncières et taxes d'habitation qui se tiennent là ça, jusqu'à ce que vous rétrocédez à ces mondes-là. Ouais. Alors, monsieur, nous pas sérieux dans ça. Et nous avons essayé d'expliquer, mais Gaudier, ça, il n'y a pas qu'à comprendre ça. Mais ça qui est plus grave là encore, c'est qu'en plus des rebailles, terrain là, impôts que vous avez payé effectivement Adam, mais vous avez effectivement dit la commune Gauzier et que la commune de Gauzier a signé ça, eh bien, vous chargez de régler toute taxe relative à terrain là ça, mais surtout effectivement de rebasser mon titre de propriété à eux. Alors, nous pas comprendre. D'autant plus que depuis ça, Danick, et c'est là qu'on a dit que son crime, véritablement, ça qu'a fait, nous découvrons que ces gens Gauzier là qui vivent dans un côté, il y a dans case de LES que l'État participe à financement là, sans pont numéro cadastral. Ça veut dire qu'il n'y a pas existé. Ça veut dire que tout ce terrain-là, c'est considéré, ils ont entre l'île Gauzier vers tel là, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de numéro, c'est de l'eau qu'il a. Et je dis à l'État qui a cautionné ça. À n'importe quel moment, il peut. Mais c'est clair, ça veut dire qu'on habite qui arrive en Timonayo, on habite qui passe à Gauzier, pas ni pour monde qui est responsable. Et l'État a lavé mais parce que ni 2 ou 3 élus, effectivement,
effectivement en petit bois à l'époque, qui signait ça sans que, eh bien, ils ont demandé véritablement l'état des comptes. Jodla, nous avons trouvé que ces populations-là sont en partie parce que Jodla, pas ni référence cadastrale, c'est un bas pour que ces mon année de assurance à Kazayo. Jodla inondable, ces cases-là, là. Et je leur donné l'impression que pour le monde ne veut pas prendre responsabilité là. Alors, nous déçus et nous mobiliser. Pourquoi? Parce que nous, quand on train mais à l'époque, mais là, quand il est là, ça veut dire que nous savons que nous avons dénoncé l'attitude de ces là à l'époque. Mais là, quand il est là, il fragilise devant l'État et il est en train, en fait, compte de réaccepter, notamment dans une réunion qui était le 2 juin dernier, que l'État revinzi Jodla en 3e fois, eh bien, en cas de vous belle pleine, par contre, c'est que vous débattez mon titre de propriété à eux, alors qu'il y a dans le document là, ça, eh bien, la DRFIP signé, le Parc national signé, l'ONF signé, le commandant des forces supérieures des armées anti-Guyane signé, à un acte authentique d'endigage là. Et jusqu'à maintenant, pour le monde pas dénoncer, et je là, nous avons que ça a passé à non silence depuis total, cathédrale, et le monde pas comprendre une population là qui décidé de mettre du bout pour dire stop, arrêtez, non à ça qui a passé là. Alors ça veut dire que le LCDM quand met en route là. Nous obligés de mettre en route parce que nous cas effectivement pendant que nous là dans le combat là ça parce que nous tellement Monica Sofé au Gosier, nous venons effectivement rassembler rencontrer des monde qui a mango à dans lotissement, notamment madame qui est en fauteuil roulant, qui a donc case depuis pratiquement plus de 30 ans, encore en logement en LES qui fait au lotissement Mango, sous la coupelle de RHI qui fait, mais qui pour bien clôturer à Mango, eh bien, ou des détournements, qui prennent toute responsabilité, ou des détournements faits, ils ont exigé à ce que des malheureux qui ne pas tenir le moyen, c'est pour ça qu'ils ont accès à des LES, à ce qu'ils ont 3 prêts, 4 prêts, où ils ont payé des extensions à ces logements-là, on en réunion l'autre jour, là, c'est magasin, pas tenir extension, alors que, Dani, ni tous ces documents-là qui ont prouvé que si on a payé extension, ils n'ont pas ni extension, ils ont payé des fois double à ça pour te payer, et je ne l'ai pas dit pour mon cas défendre, pour mon cas dire. Pourquoi moi, je suis un petit poste, nous revenons tout à l'heure après pause là, pour nous finir parler à ça tout à l'heure. 13h, 12h59, première pause dans le ZCL. Et on revient tout à l'heure avec M. Hubert Kiaba. On continue à parler de ce qui se passe là-bas à Gouzi, à Belle-Plaine. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Entre-temps, Madame Rosie Bambuquet est arrivée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre. On parlera tout à l'heure des journées du patrimoine, puisqu'il y a une série de manifestations qui sont organisées. Mais avant vous, on a M. Kiaba avec qui nous étions en discussion tout à l'heure sur ce qui se passe sur le patrimoine de Gouzier, là, qui est en difficulté. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent, Hubert Kiaba? Alors, face à tout cela, nous ne pouvons rester sans rien dire, sans rien faire. Aujourd'hui, la Guadeloupe souffre de ça. Des gens qui agissent énormément par WhatsApp ou alors par Facebook et la Guadeloupe se meurt petit à petit. Aujourd'hui, nous, au LCDM, nous avons décidé de nous mobiliser. Ça fait plus de 10 ans que nous rencontrons une population qui souffre en permanence, parce que on a l'impression qu'il y a l'État d'un côté et qui règle ses petites affaires de l'autre côté dans l'Hexagone, et la Guadeloupe qui souffre avec quelques, un pays dit des pseudo-élus, parce que lorsqu'on est élu, j'estime qu'on a plus de poids que le préfet au niveau de son pays, parce que le préfet, il est nommé, les élus, ils sont élus, mais c'est pour ça que je dis des pseudo-élus, et on a l'impression que de plus en plus, la Guadeloupe va mal, et la Guadeloupe continue, effectivement, la situation continue de se dégrader. Ce qui se passe au Gosier nous oblige à nous mobiliser. Il y a des gens qui sont venus nous rencontrer, le collectif de Grand-Bé, le collectif, effectivement, de La Brousse. La Brousse, il faut aller faire un petit tour à La Brousse, parce que on ne peut pas imaginer qu'une population, que des gens vivent dans des situations pareilles. Et encore une fois, dans des lotissements financés par l'État, où les entrepreneurs sont partis, en fin de compte, avec la main dans le dos, sans donner les titres de propriété aux personnes qui sont là. Aujourd'hui, on a l'impression que le fonds de commerce de certains, c'est les gens en situation difficile, les gens qui souffrent. Résultat, nous avons une personne à mobilité réduite à Mango, avec son fauteuil, qui a envie d'agrandir sa maison, qui a payé pour l'extension, on ne lui a pas donné l'extension, ces personnes-là, ils sont obligés d'être là et de crier. Donc, on est autour d'une mobilisation qui va se passer, qui a déjà commencé. Ça aboutit dans un premier temps sur la signature d'un protocole où il était effectivement dit certaines choses, décisions qui ont été arrêtées. Jusqu'à maintenant, nous attendons l'application. Le maire est un peu, je ne dirais pas aux abonnés absents, mais il a ses petites difficultés. Il ne réagit pas sur cette question particulière? Il réagit
mais pas comme la population le souhaite. D'accord. Il nous demande, par exemple, sur ce qui se passe à Mango, de déposer plainte au pénal. Nous sommes bien d'accord qu'il faut déposer plainte, mais lorsque la commune a été initiatrice d'une hiérarchie, la commune a effectivement est implantée par une hiérarchie encore à Grand-B, la commune est en droit de répondre aux interrogations de la population. Et monsieur Andonis, si vous voyez le projet, effectivement, ce qui se passe à Grand-B dans le cadre d'une hiérarchie, vous allez effectivement vous poser de vraies questions sur la Guadeloupe. Comment, dans une hiérarchie qui a commencé, qui a été la CEMAG a initié, la commune a initié avec comme opérateur la CEMAG, comment qu'il y ait eu autant de détournements de fonds, et je pèse mes mots, Détournement de fonds, détournement de fonds, Oui. de l'argent qui est donné à des amis, à des copains, à des coquins, qui rentrent dans ce qu'on appelle un compte-rendu annuel. Par exemple, pour la hiérarchie de Grand-B, eh ben, la hiérarchie a pris fin, ça fait plus de 10 ans. On a changé, on a mis la SEM-SAMAR, mais pas pour terminer la hiérarchie, mais on a fait croire à la population, c'est pour finir la hiérarchie, alors que, véritablement, personne n'est là à valider le CRAC, le compte-rendu annuel, parce que nous avons l'œil et ils sont incapables de dire et d'expliquer eh bien, le bon sage qu'il y a eu au niveau des fonds publics. Et nous nous trouvons étonnés que l'État, quand même, qui est responsable, qui a financé, qui est vraiment là pour contrôler aussi ce qui se fait. L'État ne dit rien, l'État laisse les choses se faire, l'État rencontre la commune en catimini pour faire des propositions qui sont totalement fallacieuses et que ça continue. Et la commune du Gosier, avec les faiblesses, avec les difficultés qu'ils ont sur le plan administratif, eh ben, la commune est obligée de suivre l'État, ce que nous n'allons pas faire, et que le LCDM est là pour véritablement eh bien, être à côté de cette population-là, ces personnes-là qui souffrent. Ça veut dire que c'est une question, dans les jours qui viennent, il y aura une mobilisation de ce côté-là. Obligatoirement. Et vous pensez rencontrer encore l'État et le maire? On est obligé, on a envie de rencontrer l'État pour que l'État puisse me dire ce que l'État dit. Mais je voudrais vraiment que l'État nous explique cette convention de concession qui a été... De quelle époque cette convention? Alors, cette convention a été signée le 26 décembre 2011. D'accord. Où le préfet a signé, le directeur de la DEAL, le directeur des finances publiques, où le maire de la ville du Gosier a signé, donc un certain nombre de personnes, où il y a eu un appel qui a été fait, un commissaire enquêteur, une enquête publique, le payeur général, le commandant supérieur des forces armées, la direction de l'ONF, la direction régionale de l'industrie à l'époque, en mai 2007, où toutes ces personnes-là ont été véritablement consultées. Et ça a donné acte, en fin de compte, rédaction à cet acte d'authentique de concession. Et où l'État oublie maintenant que ça a été signé et est en train de dire que je vais revendre et que personne ne dit rien. On sait qu'on fait ressonger ça. En tout cas, merci Béoki Abba de venir dire nous tout ça. Déjà, 13h10, retour à l'actualité. L'actualité, c'est notre problème. C'est le problème de l'eau. La Guadeloupe, territoire sans eau. Effectivement, Thierry Gadeau, qui est un journaliste français, a écrit un ouvrage assez important sur cette question. Il a participé à une réunion publique, c'était ce week-end, devant la caméra d'Olivier Moradel. On regarde. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les questions de l'eau et de la gestion de l'eau en France. Et les auditions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale m'ont convaincu qu'il y avait matière. Et c'était aussi le sentiment que partageait mon camarade Marc Lémé pour consacrer une enquête à la situation en Guadeloupe qui est véritablement scandaleuse. Je réponds tout de suite que c'est une bonne chose. Le livre va permettre d'aiguiller celles et ceux qui n'ont pas encore compris la situation de l'eau qui représente notre santé en partie première en Guadeloupe. Et ce manquement, le livre est bénéfique à toute personne qui va se précipiter pour lire le contenu, ce qui est dedans. Donc je trouve que c'est une bonne chose. J'ai été informé et donc voilà, je me suis appointé, comme d'habitude, dans toutes les grandes réunions. Je suis là pour défendre l'usager, mais en même temps aussi de savoir quel était le contenu de ce livre. Ce livre, je l'ai lu il y a longtemps maintenant déjà, ça fait plusieurs mois. C'est un excellent bouquin qui reprend exactement tout ce qui a été dit par la commission de surveillance, mais qui n'a pas peur d'utiliser les bons mots, notamment vis-à-vis des élus, qui, on l'a redit ce soir, qui portent l'entière responsabilité de ce désastre de l'eau en Guadeloupe. Les élus passés, bien évidemment, mais les élus actuels aussi, au moins parce qu'ils restent passifs. Et le président du SMAG, qui est un élu, a prouvé son incompétence. Le président de la commission de surveillance, qui est un élu lui aussi,
Un élu qui surveille des élus, c'est toujours un peu gênant, a montré lui aussi son incompétence et surtout son inefficacité à surveiller alors que la loi l'a mis en place pour surveiller. C'est bien de pouvoir rencontrer les associations, des habitants, d'échanger, et puis d'expliquer aussi la façon dont nous, on analyse le problème et leur proposer des solutions pour en sortir. Donc c'était une super réunion. Voilà, on y reviendra probablement vendredi avec Jacques Davila et Isma Orgonet, puisque tous les vendredis, vous le savez, nous avons une chronique qui s'appelle « De l'eau en toute sauce ». Alors, on vous resalue, Madame Bambuc, vous êtes venue ici nous parler un petit peu du patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre. Bon, c'est que la ville a de grosses difficultés. Ça commence à s'apaiser un peu, ou bien si on est toujours au même stade? Je vous invite à venir sur la ville de Pointe-à-Pitre déjà avec les guides conférenciers, faire un petit tour et vous rendre compte de vous-même que les choses sont en train de changer. Alors, effectivement, vous êtes, comment on appelle ça, guide du patrimoine? Je suis responsable du service patrimoine et aussi guide conférencier. Guide conférencier. Alors, si quelqu'un vient à Pointe-à-Pitre, qu'est-ce que la personne pourrait voir, quelqu'un qui ne connaîtrait pas Pointe-à-Pitre, qui sortirait de la France, de la Martinique ou autre part, ce serait quoi le parcours? Alors, je dirais premièrement que si cette personne se rend à Pointe-à-Pitre, c'est parce qu'elle sait qu'elle découvrira un foisonnement de choses importantes qui nous rappellent bien sûr notre passé, mais qui sont aussi mis d'actualité. Donc sur Pointe-à-Pitre, il y a avant tout tous les monuments historiques que nous avons qui sont quand même représentatifs non seulement de la ville de Pointe-à-Pitre, mais aussi des Caraïbes. Voilà. Et bien sûr, il y a des lieux culturels aussi qui sont visibles sur Pointe-à-Pitre. Bien, alors, ces journées du patrimoine qui débutent dans quelques jours, parce que nous sommes à 5-6 jours, quel va être le programme pour Pointe-à-Pitre d'une manière générale? Alors, avant tout, il y a le vendredi 16 qui est dédié aux scolaires. De façon générale, au niveau du ministère, on parle de l'opération Lever les yeux. Et ensuite, donc, le samedi 16 et le dimanche 17, il y aura bien sûr l'ouverture de certains sites historiques, notamment l'externat Saint-Joseph de Cluny. Oui. On n'oublie pas aussi qu'il y a l'opération sur l'église Saint-Pierre et Saint-Paul qui a été sélectionnée au titre du loto du patrimoine par la Fondation du patrimoine, la mission Stéphane Bern. Donc on fera bien sûr un focus là-dessus. Et puis il y a d'autres particuliers, des associations qui ouvrent leurs portes pour que nous puissions visiter et parler de certains lieux. On ne visitera pas le Centre des Arts, j'imagine? Non. 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 Bon, c'est dommage. Bon, alors, sinon, puisque j'ai vu que Pointe-à-Pitre a sorti un programme aussi de manifestations, de visites guidées, il y a des choses qui vont se dérouler progressivement dans la ville ces temps-ci. Oui. Alors, pour les manifestations, votre question elle est beaucoup plus large puisque ça s'inscrit dans la culture même. Oui, et c'est vrai que moi, je suis là spécifiquement dans un pan de la culture qui est le patrimoine. Le patrimoine. Alors, vous avez le sentiment que le patrimoine point 3 quand même a... Bon, il y a un intérêt, mais j'ai lu quelque part que progressivement l'impression que Pointe-à-Pitre se referme sur elle-même. Alors, je suis guide conférencier. En fait, par rapport à votre question, je vais vous dire que lorsque je fais des visites de la ville, oui. L'une de mes fiertés... On part d'où? Quand vous faites une visite, on part d'où? De la mairie? Alors, il y a plusieurs visites. On a plus de 20 visites qui sont au programme et on fait aussi des visites à la demande puisqu'on s'adapte vraiment à notre public. On s'adapte aussi au projet d'école. Donc, il y a différents points de rendez-vous. On a un parcours qui est aussi mensuel, en tout cas. On a 9 visites qui partent régulièrement chaque mois. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites visiter aux visiteurs? Qu'est-ce que vous les emmenez où exactement? Alors, si je parle de thématiques, vous avez donc la visite des quais. Donc, c'est l'occasion d'aller visiter toute la partie ouest de la ville avec ses entrepôts. La visite des places de Pointe-à-Pitre. Lorsqu'on fait la visite des places, voilà, on voit la place du marché central, aussi appelé marché Saint-Antoine et marché aux épices. Donc la visite des places, les 5 places que nous avons sur Pointe-à-Pitre. La place de la Victoire, j'imagine aussi. La place de la Victoire. La place de la Victoire, quand on la voit, on prend vraiment connaissance de ce qu'est la ville coloniale et on a vraiment une lecture, non seulement de Pointe-à-Pitre, de son histoire, de son architecture, de son urbanisme, mais on va au-delà,
on voit aussi comment les choses sont faites au niveau des Caraïbes. Alors, je pose quand même la question, je ne sais pas si vous avez la réponse. Semble-t-il la préfecture va disparaître de la place de la Victoire? J'ai cru comprendre ça. Bon, alors là, c'est une question que je ferai remonter. Je n'êtes pas au courant? Quand bien même je serai au courant, je pense que c'est pas l'objet vous voulez pas aujourd'hui. Non, je ne suis pas au courant de cela. Vous savez pas. Alors, on continue les visites. Alors, les places, l'église, bien sûr. Et si je peux continuer quand même sur les journées européennes du patrimoine avec un thème d'actualité, patrimoine durable, puisqu'on voit qu'il y a le réchauffement climatique en ce moment et il est important de préserver ce que nous avons. La notion même de patrimoine, c'est une notion qui fait déjà référence au transfert aux générations futures. Encore faudrait-il que les générations futures puissent utiliser ce qu'on va leur laisser. Donc, ils ne doivent pas être lésés. Donc, les journées européennes du patrimoine sur Pointe-à-Pitre vont s'inscrire pleinement dans ce thème avec la visite d'une maison, la maison Naine, qui est une maison durable, qui fait appel vraiment au principe d'éco-construction, qui a été réhabilitée. Elle était vétuste, justement. Elle a été réhabilitée, ce qui montre que sur Pointe-à-Pitre, quand même, il y a cette impulsion. La maison est située à la rue Achille-René-Boisneuf. Donc, elle sera visible. On pourra la visiter samedi matin. Ensuite, on a mis en place, le service du patrimoine a mis en place un principe novateur qu'on a appelé visite visitée. Alors, la visite visitée se fait sur 2 sphères de public. Donc, on a une première sphère avec une association qui vient du Lamentin. Justement, ce projet s'appelle Les Mounmentins TK descendent la pointe. Est-ce que voilà. Voilà. Alors là, nous sommes vraiment au-delà du patrimoine matériel. On rentre aussi dans le patrimoine immatériel, la transmission orale. Donc, dans la première sphère, on a aussi ce désir de décloisonner et de faire un patrimoine intercommune. Donc, le Lamentin, une association du Lamentin, comme je vous disais, viendra faire la visite avec un guide conférencier. Durant cette visite, les membres de l'association vont donner l'impression, ce qu'ils ressentaient en fait quand ils venaient faire des courses ou des démarches administratives dans la ville de Pointe-à-Pitre. Donc cette première sphère et une deuxième sphère où il y aura un second public qui assisteront en fait à cette visite. Et à l'issue de la visite, dans le cadre d'un petit pot convivial, il va y avoir des échanges entre tout le monde et cet échange aura lieu au pavillon de la ville qui est l'ancien presbytère et qui est aussi le lieu où en fait le point de communication dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Il y a quand même 2 musées à Pointe-à-Pitre. Oui, il y a un musée municipal, le musée Saint-Jean-Perse, et un musée départemental. Il sera bientôt ouvert, et un musée départemental, le musée Schellcher. Qui n'est pas ouvert, lui. Pas pour l'instant, pas en public. Ça dépend du département, je crois. Hein. Oui, voilà, c'est une question. Et je vous apprendrai rien en vous disant qu'il risque même de changer de nom, ce musée. Il va plus s'appeler musée Schellcher. Enfin, je vous l'apprends pas, mais vous le savez sûrement. Alors, donc, ces Journées européennes du patrimoine, alors, donc, c'est du 16 Oui, le vendredi 16, le samedi 17 et le dimanche 18. Alors, vous serez sur le terrain en tant que... Je serai sur le terrain avec ma double casquette, donc en tant que responsable, voilà, et aussi en tant que guide conférencier. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que c'est une manifestation, tout en étant une manifestation européenne, internationale, c'est aussi, il y a des adaptations quand même au niveau local. Et que c'est la politique, en tout cas culturelle, que veut mettre en place la ville de Pointe-à-Pitre, donc une politique culturelle forte, avec, avec l'élu en charge de la culture et aussi la commission culturelle. Voilà. Donc vous avez du travail là. Oui, on a du travail, mais du beau travail. Okay. Ben écoutez, on vous remercie. On prend donc rendez-vous donc d'abord dans les écoles de 16, c'est bien ce que vous avez dit. Oui, voilà, tout à fait. Plusieurs écoles sont déjà inscrites pour la visite de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Il était une fois un majestueux vaisseau de fer sur la place publique. Et puis le samedi et aussi le dimanche.
Léonard Primo, voilà, le village des associations de Petit-Bourg et de Morne-à-l'Eau, c'est tout de suite sujet qu'on va regarder avant la deuxième pause. C'est parti. On a un village des associations de Petit-Bourg. Plus d'une 60aine d'associations qui partagent avec nous l'idée de faire de Petit-Bourg une ville toujours aussi dynamique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve et on sent vraiment l'effervescence ici, la volonté que toutes ces actions, toutes ces activités reprennent, qu'il s'agisse du domaine culturel, qu'il s'agisse du sportif, qu'il s'agisse même de l'activité associative et économique en même temps. Tout le monde est là et les personnes âgées sont là aussi à nous proposer des prestations. Nous sommes fiers vraiment de ce que nous découvrons, ce que nous voyons ici à Petit-Bourg. Donc on propose de la boxe anglaise, de la boxe loisir, éducative, amateur et bientôt de l'aéroboxe. La différence se fait surtout par rapport aux membres qu'on utilise. Donc nous c'est de la boxe anglaise, donc on va essentiellement utiliser les poings. Après dans tout ce qui est boxe française ou taille, en fait c'est pieds-poings. Du coup donc nous c'est vraiment que les poings. Il n'empêche que ça reste quand même un sport complet puisqu'on va vraiment travailler beaucoup la condition physique, le cardio. Donc malgré le fait qu'il n'y ait que les points, c'est un sport complet et ça reste quand même ce qu'on appelle le noble art, donc il ne faut pas l'oublier. L'objectif c'est vraiment de permettre aux Guadeloupéens d'une manière générale de pratiquer ce sport, qui est beaucoup plus d'échanges entre clubs au niveau de la Guadeloupe et comme le disait Christelle, amener un maximum de femmes et surtout de jeunes qui vont pouvoir représenter la Guadeloupe dans les années futures, au JO par exemple. C'est le jour du village des associations, donc je représente notre association. Alors la partie patrimoine et culturel, donc c'est la partie des cabris tirants où nous faisons les compétitions, la balade. Lors des arbres de Noël, nous sommes sollicités très souvent par les écoles, les crèches, la mairie pour les arbres de Noël. Donc nous transportons le Père Noël avec les cadeaux. Les enfants aiment ça. Nous faisons la balade en charrette à Cabri. Les enfants aiment ça, ils adorent ça. Voilà, le village des associations de Petit-Bourg. Tout à l'heure, nous irons à Morne-à-l'Eau. Et je rappelle que ce week-end, il y avait aussi, samedi, le village des associations de Bimarou. Voilà, il est déjà 13h24. On prend une petite pause, sauf si Madame Bambuque a un petit mot à ajouter de plus avant de partir. Oui, bien sûr. Je tiens quand même à inviter tout le public à participer de façon globale aux Journées européennes du patrimoine sur tous les sites de la Guadeloupe et principalement sur les sites sur Pointe-à-Pitre. Pour cela, ils peuvent appeler au 0690 31 87 52 et trouver aussi les informations que vous ferez apparaître à l'écran. On pourra aller visiter l'Odyssée. Oui, il y a l'atelier d'art Odyssée que l'on pourra visiter et aussi un jardin créole partagé. Plus belle Larry, ça. Voilà, tout à fait, de Plus belle Larry. C'est Plus belle Larry ou Plus belle Jardin? On pourrait dire Plus belle Jardin. Pourquoi? Parce que c'est un jardin partagé. Et il y a aussi la maison Samuel qui est située au 32 rue Peigné. C'est vraiment un immeuble de caractère. C'est l'archétype de la maison pointoise, avec toute l'architecture et une bonne distribution intérieure. Et bien sûr, c'est la maison de Madame et de Monsieur Samuel. Monsieur Samuel, c'est l'artiste Sans Miel, qui a son atelier d'art derrière la maison et ils font partie de l'Artec. Voilà. Bien, vous avez tout dit cette fois-ci. Voilà, il est 13h25. Deuxième pause et puis après on se retrouve avec Madame Rabouteur, une comédienne, et on va conclure avec Iman qui va nous faire son petit show comme ça, semaine, chaque les 15 jours. Elle va nous parler de la femme, la chronique qu'on n'arrive pas à prononcer. Mais enfin, il continue tout à l'heure. Iman est déjà là tout de suite. Voilà, il est déjà 13h33. On va recevoir dans un instant Carole Rabouteur. Bonjour. Bonjour. Elle est comédienne, mais aussi elle forme au théâtre. Et puis, on va terminer avec Madame Iman, comment c'est déjà Iman Soudan. Soudan. Merci. Et sa chronique In Power. C'est bien ça. Ça, on va aller bien. Oui, c'est bien. C'est bien cette fois-ci. Bon, alors rapidement, on fait un petit tour au cinéma, puisqu'il y avait la première d'un film, c'était vendredi.
Les Nuits bleues de l'indépendance, un film de Jean-Philippe Pascal, qu'on va recevoir d'ailleurs mercredi. Juste un petit focus rapidement sur ce film. C'est un thème fort. De toute façon, la politique culturelle que nous avons menée autour du cinéma veut que nous puissions nous raconter nos histoires, raconter et présenter les hommes illustres. Et nous sommes en plein dans l'histoire de la Guadeloupe. Ces nuits d'indépendance, ces nuits où les bombes ont explosé, ces nuits bleues, comme on l'a appelé. Et donc, véritablement, pour nous, c'est le moyen de pouvoir raconter aux jeunes leur histoire, leur présenter un peu ce qui s'est passé en Guadeloupe il n'y a pas si longtemps. Et donc, ce documentaire prend tout son sens. Mais la politique que nous menons avec le président Harry Chalus autour du cinéma, eh bien, est là pour démontrer que nous sommes dans le vrai et que nous aurons des éléments pour notre jeunesse à pouvoir leur donner pour que demain, ils puissent mieux se comporter et mieux être. Entre effectivement 1980 et 1988, j'étais journaliste à RFO Guadeloupe et donc j'ai eu l'occasion de couvrir ces événements, ces attentats à l'explosif, mais aussi les arrestations, les évasions de la maison d'arrêt de Basse-Terre et puis surtout l'enquête policière et judiciaire qui a été menée contre ces militants indépendantistes. Et donc, j'ai voulu mieux comprendre aujourd'hui, avec le recul, ce qui s'était passé à cette période et surtout comprendre quel était le sens du combat qui était mené par ces militants nationalistes. Ça permettra à des milliers de Guadeloupéens, effectivement, de connaître cette période qui a été méconnue, mais qui surtout qui a été occultée. Quand on dit occultée, que volontairement effacée. Et cette phrase-ci, je crois que les Guadeloupéens pourront se poser des questions. Ce film n'est qu'un point de départ qui leur permettra de mieux connaître une réalité qui explique la réalité d'aujourd'hui. Parce que chaque phase historique, eh bien, si vous voulez, explique celle qui suit. Donc il n'y a rien de détaché. Et donc, en ce sens, je pense que les Guadeloupéens verront aussi que des hommes et des femmes d'une trentaine d'années se sont battus, ont sacrifié une partie de leur vie, de leur temps, pour une cause qui est juste, à la cause donc, de la liberté. Et donc je me suis dit, il faut, dans un souci de devoir de mémoire et de transmission, le faire. Devoir de mémoire pour ceux qui ont vécu cette période, mais les générations qui ont suivi, qui ont 40 ans aujourd'hui ou 30 ans, et un devoir de transmission pour la jeune génération, qu'elle connaisse cette histoire pour mieux comprendre ce qui va se passer. Voilà, pas de commentaires, on va recevoir Jean-Philippe Pascal après-demain, on aura l'occasion de parler. Alors, on va quitter le cinéma, on va parler de théâtre avec Carole Rabouteur, bonjour. Rebonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, les stages vont repartir? Tout à fait. La compagnie des mises en scène que je dirige, de façon artistique, propose tout venant, à tous ceux qui ont envie de faire du théâtre, des stages. Enfin, ce ne sont pas des stages, ce sont des ateliers sont sur l'année. Oui. Voilà, qui se déroulent donc à la médiathèque du Lamentin, le samedi. J'ai donc 3 ateliers. Un atelier pour adultes, qui ont déjà un peu pratiqué le théâtre. Un atelier enfant. Et ensuite, l'après-midi, un atelier pour les jeunes, pour des adultes qui débutent, etc. Donc, 3 ateliers. Inscrivez-vous rapidement. Je vous attends à la médiathèque du Lamentin samedi. Ou alors, vous pouvez appeler la compagnie au 06 90 98 15 66 pour avoir tous les renseignements. Carole, combien de temps il faut pour devenir une comédienne? Toute une vie. Toute une vie? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. La pratique artistique, c'est quelque chose qui se renouvelle tout le temps. Oui. On cherche toujours à s'améliorer. On n'arrive jamais au bout de l'excellence. Oui. L'excellence, c'est une attente. C'est ce vers quoi on se projette. Mais non, je crois que même les comédiens les plus confirmés continuent à réfléchir, à s'entraîner, à travailler l'articulation, la voix, etc. Ça, on ne s'arrête jamais. Mais il faut quand même des prédispositions pour être comédien ou comédienne. Alors, c'est comme pour tous les arts. Ça dépend à quel niveau de performance on se situe. Mais le théâtre, c'est pour tout le monde. Le théâtre, c'est pas forcément pour passer au cinéma ou monter sur une scène. La pratique théâtrale permet de développer des compétences personnelles dans des situations de communication. Or, tout le monde, professionnellement ou dans sa vie personnelle, se trouve confronté à des situations de communication en petits groupes ou en grands groupes. Donc, le théâtre s'adresse bien aux gens qui sont dans le commerce, qui sont face à un public, quel qu'il soit,
pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de leur corps, pour pouvoir développer davantage leur capacité à convaincre, leur capacité à être dans le relationnel, la communication, à travailler sur le lâcher-prise, à travailler sur son corps, à bien se connaître pour bien parler, bien respirer et pouvoir avoir une communication efficace et efficiente. Non, mais alors, ça veut dire que si, par exemple, je venais à l'atelier ce samedi, pendant combien de temps je pourrais après monter sur les planches? Alors, quand on vient à l'atelier, les élèves montent sur les planches en fin d'année. Oui. On fait une restitution, work in progress, c'est-à-dire peu importe le niveau dans lequel on se trouve, on sera confronté à un moment donné au public. Ce que l'on a appris, on va le restituer à un public. Mes élèves choisissent s'ils préfèrent être dans une pièce complète ou des petites scénettes ou seuls en scène. Hein. On voit en fonction des attentes de chacun, de ce qu'ils ont envie de faire, jusqu'où je peux les accompagner. Et de toutes les façons, j'attends aussi les spectateurs, hein, parce qu'au mois de juin, il y aura des restitutions dans plusieurs... Il y aura des restitutions. Oui, oui. J'essaye de faire en sorte que le travail de mes élèves puisse être vu au moins 3 ou 4 fois sur des scènes, sur les scènes de Guadeloupe. Une avant-dernière question. Quel est le répertoire qui est utilisé pour les ateliers? Le théâtre est universel et on a de la chance d'avoir ici des auteurs d'exception, des poètes, des romanciers, des hommes, des dramaturges d'exception. Donc bien évidemment, on touche à tous les répertoires caraïbéens, guadeloupéens, universels. On peut aller partout parce que la beauté du texte, quel que soit l'auteur, elle est là et on a envie de dire. Et on peut s'approprier un texte, peu importe qui l'a écrit, d'où il vient, se l'approprier avec son identité, sa culture, ce qu'on y apporte, son interprétation, la couleur qu'on va lui donner. Et c'est tout le travail de création auquel j'invite mes élèves, sur lequel on travaille ensemble. Est-ce qu'on peut dire que le théâtre participe au bonheur? Ah oui, tout à fait. Oui. Le théâtre, c'est un développement, c'est du bien-être. Oui. C'est un vrai moment de bonheur. Oui. Bonheur en groupe, parce que l'on va rencontrer des gens, on va partager, on va être à l'écoute, on va créer, on va être content de ce que l'on crée. On va être content aussi pour soi, parce qu'on va mieux se connaître, on va être capable de gérer ses émotions, de gérer plein de choses, de ne plus avoir peur, de trouver la confiance en soi. Je crois que la confiance en soi participe à ce bonheur, de se sentir bien. De savoir ce que l'on fait et de ne pas avoir peur de soi et peur des autres. D'accord. Rendez-vous donc samedi? Oui, rendez-vous samedi. Je vous attends. Vous venez quand vous voulez. C'est à la médiathèque? Médiathèque du Lamentin. Oui. Médiathèque. Hein. Oui. Voilà. À la médiathèque du Lamentin. Je suis là dès 8h30 avec mon équipe pour vous accueillir, pour prendre les inscriptions, pour vous donner des informations. Les ateliers commencent samedi prochain, mais c'est pas grave si vous êtes un peu en retard, etc. On va s'organiser et s'arranger. Donc, je vous attends nombreux samedi matin. Les enfants aussi, c'est important, le théâtre. Pour les enfants, c'est très important dans l'apprentissage de la lecture, dans le travail de la mémoire, dans plein de choses. Hein. Maintenant, au bac, il y a le grand oral. Donc, nos enfants sont confrontés à des jurys tôt ou tard. Oui. Et donc, le théâtre, ça aide à tout ça. Ça permet d'améliorer tout ce qu'on sait déjà faire. Merci Carole. On se trouvait où une autre femme, Imane Soudan, son générique pour son émission, sa chronique sur le bonheur. C'est parti. Oui, danse, coaching et thérapie. Là, c'est la thérapie. Alors, bonjour, Imane. Alors, tout à l'heure, madame disait que le théâtre participe au bonheur. Et la question aujourd'hui, c'est... Alors, en fait, déjà, c'est quoi le bonheur? On pourrait déjà commencer par se poser la question. Et je vais rebondir sur beaucoup de choses qu'elle a dit, c'est vrai. Le bonheur, on peut le définir comme un état durable de plénitude, un endroit où on est en pleine sérénité, on est satisfait de qui on est, ce qu'on fait, avec qui on est dans un état d'équilibre corps et esprit, et en fait c'est un état qui est durable, qui est différent du plaisir qui peut être bref ou de joie qui peut être ponctuel. Vraiment le bonheur c'est un état constant, durable, voilà.
Donc, par rapport au bonheur, on peut considérer qu'il y a différents piliers, donc qui vont être dans le sens de ce qu'elle disait. En général, on considère, suivant la psychologie positive, qu'il y a 5 piliers du bonheur. Donc 5. Ouais. Alors, on va y aller. On va y aller. Oui. Donc, les émotions positives, l'engagement, les relations humaines, l'accomplissement et le sens de la vie. D'accord. Donc, si on a des piliers qui sont suffisamment solides, en tout cas ces piliers-là, on est dans un état de bonheur, on va dire, optimum. L'idée, c'est vraiment de renforcer peut-être certains piliers ou de voir lesquels sont un peu manquants et du coup travailler dessus. Et donc, on va voir ça au cours de la chronique. Alors, les émotions, on dit qu'il y a des émotions positives et négatives. C'est pas vraiment... Je suis pas totalement OK avec cette définition-là. C'est plus des émotions, elles sont neutres et comment on les vit. Elles sont neutres ? Oui, les émotions sont neutres. Ah bon ? Ah oui. Ouais. Suivant comment on les vit, c'est différent. On peut les vivre de façon positive ou de façon négative. Mais une émotion, la joie est neutre en soi. Oui. L'amour, c'est censé être neutre. C'est une émotion, l'amour ? Oui. Oui. Tout à fait. Et donc, on peut voir dans quelle situation, à quel moment on est dans des émotions donc positives et chercher à les multiplier. L'engagement, c'est le fait d'être engagé dans une activité, par exemple, ça peut être le théâtre, dans un groupe, dans une passion, dans un travail. Développer, ça permet de développer la fierté de soi, de relever des défis, voilà, d'être dans un flow, dans un état de bien-être et de fluidité dans sa vie. Les relations humaines, donc c'est un troisième pilier, et comme l'homme est un être qui a besoin de relations, d'être en connexion l'un avec l'autre, il a besoin de... C'est vrai qu'avec la pandémie, ça a été un problème. Oui. Ça a été le lien social s'est délité et justement on sent ce besoin de reconnexion entre les gens, de se retrouver ensemble, et c'est un vrai besoin d'appartenance et de relations sociales qui est mis en place, et donc avoir des relations amicales ou sociales épanouies contribue à un bonheur. Retrouver le sens de sa vie. C'est vrai que, par exemple, par rapport au Covid, beaucoup de gens se sont remis en question par rapport à leur travail. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai envie d'être, à ma mission sur Terre, à ce que je contribue? Et en fait, de se poser ce type de questions peut être aussi important. Qu'est-ce qui est important pour moi? De définir ça et de se mettre en marche de... cette recherche d'accomplissement va contribuer à son bonheur aussi et me permettre de m'accomplir. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Quels sont les piliers de bonheur dans lesquels je suis épanouie ou un peu moins? Et dans ce cas-là, quelle action je peux mettre en place pour que ça soit un peu plus équilibré? Et donc, l'idée, c'est la clé du bonheur, selon moi, c'est d'être vraiment aligné avec ses valeurs et avec soi. Donc, les valeurs, c'est quoi? Vous avez l'image. Donc, ce sont des principes, des émotions, des croyances, en fait, qui sont profondes et fondamentales, qui vont un peu guider la vie, ma vie, comment je vois les choses, comment je perçois le monde, comment... qu'est-ce qui me guide en fait, qui me lead, qui me drive en fait dans ma vie, qui me donne une énergie en fait, une impulsion pour faire les choses. Donc ces valeurs, c'est important à un moment donné de se poser des questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et aussi, ça permettra peut-être de voir que si la valeur, par exemple, je dis on est en relation de couple, la valeur fidélité n'est pas une valeur qui est partagée avec mon partenaire, ça pose problème, ça peut poser des problèmes au niveau relationnel, par exemple. Est-ce que la spiritualité, c'est important pour moi? Si l'autre, il touche à cette valeur profonde, du coup, ça va me mettre dans une réaction qui va être peut-être, comment dire, un peu frontal, parce que du coup on n'est pas sur le même système de valeurs. C'est un peu comme si le fait de connaître ces valeurs, ça mettait un peu sur une même longueur d'onde la relation que j'ai avec l'autre. Déjà. Donc de fait de connaître ces valeurs, c'est important, et ça me permet du coup d'agir en fonction. Est-ce que les situations que je rencontre, les gens, les événements, est-ce que c'est en accord avec ma valeur?
Et si ça l'est pas, ben, ça dit déjà quelque chose sur moi, ça dit quelque chose sur l'autre. Et du coup, peut-être que je suis pas obligée d'accepter, en fait, d'être dans ce système de valeurs-là, et je peux en choisir un autre qui me convient mieux et qui va contribuer à mon bonheur et à mon accomplissement. C'est ce qui crée, j'ai envie de dire, la diffraction dans un couple, parce que si on n'a pas les mêmes valeurs... Ah, mais complètement, c'est vraiment une vraie question, en fait, de couple, de se poser des questions déjà pour soi-même, et est-ce que j'ai des valeurs communes avec mon partenaire? Si c'est pas le cas, est-ce que c'est vraiment... une relation qui peut aboutir à quelque chose? Oui. C'est une question. J'ai pas la réponse. On peut développer des valeurs communes, c'est-à-dire tout à fait. Amener l'autre à partager. Exactement. Mais c'est bien de connaître les siennes et de dire peut-être que toi, les miennes, c'est pas tout à fait les mêmes, mais est-ce qu'on peut avoir un terrain un peu entre les deux où j'ai... Une passerelle. Voilà, une passerelle qui me permet d'être en relation avec toi parce que je t'aime et que cette valeur amour est vraiment importante et on a envie de construire quelque chose ensemble. Et donc, du coup, il y a des situations où je sais que tu vas fonctionner comme ça parce que tes valeurs, c'est ça, et les miennes, on n'est pas OK, mais j'accepte, en fait. Ouais. Voilà. Il faut trouver un équilibre. Trouver un équilibre, c'est important. Et donc, vraiment se poser des questions sur les situations, les domaines de vie dans lesquels je vis ces valeurs-là, qui sont importantes pour moi, et les potentialiser, en fait, les multiplier, d'être vraiment dans ces situations positives qui me permettent d'être bien, d'être complètement épanouie, c'est de les multiplier, de les empiler, vraiment d'être dans cette énergie positive, en fait, qui me permettra d'être dans un bonheur durable. Oui. Alors, dernière question. Il y a une clé du bonheur ou des clés du bonheur? Les clés, en fait, le bonheur, déjà, ça dépend de chacun. Et c'est en fonction des valeurs qu'on va avoir, qu'on va définir, et de chercher vraiment à l'intérieur de soi l'alignement profond avec ces valeurs. Donc c'est ce qui est important. Donc il n'y a pas une clé, il y a des clés suivant les individus, leur passé, leur éducation, leur environnement, mais de se poser vraiment sur qu'est-ce qui est important pour moi. En fait, c'est à vous de vous réaligner en fonction de ça. Oui, et il y a le comment faire. Voilà. Ça reprend un peu ce que j'ai dit, donc de réfléchir à ses valeurs, de voir dans quelle situation, domaine de vie, je vis ces valeurs, ou alors l'inverse, et de voir qu'est-ce qui m'empêche de vivre cette valeur-là dans cette situation-là, peut-être d'ajuster certaines choses, de communiquer justement sur « Ok, ça c'est important pour moi, j'ai envie que tu comprennes que cette façon de faire correspond pas forcément à ce que moi, qui est important pour moi », de le dire, de le verbaliser à l'autre, si c'est une situation par exemple de couple, et de se concentrer vraiment sur les situations positives où on est épanoui et bien. Voilà. Merci pour cette leçon de bonheur. La clé du bonheur est de vivre en alignement avec ses valeurs. Imane Choudan. Vous êtes d'accord, Carole? Oui, tout à fait. Je crois que le plus important, c'est d'apprendre à se connaître, de bien savoir qui on est, ce que l'on veut, et essayer de trouver avec cela où on va et comment on y va. Bien, voilà, il est exactement 13h52. Je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL Madame Gabrielle Privat, qui est la présidente du CNR, le Comité national pour les réparations en Martinique. Elle revient d'un congrès qui s'est tenu à la Barbade, et on a discuté bien sûr des réparations. On a reçu ensuite Hubert Kiaba. Hubert Kiaba, c'est le président du LCM, le collectif pour défense mobile, qui a posé la problématique de ce qui se passe en ce moment même au Gosier. Il y a une question assez sensible d'expropriation, peut-être pas encore, mais enfin de situation difficile pour les gens qui habitent dans cette région de Belle-Plaine. Ensuite, bien sûr, on a reçu Rosie Bambuc, qui est la responsable du patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre, puisque, vous le savez, les journées du patrimoine débutent dans 2 jours. Carole Raboteur est encore avec nous, et puis a donné rendez-vous samedi pour le début des ateliers de théâtre. Et on a eu un petit coup de bonheur avec... un petit coup de bonheur, je sais pas, ça à choisir. Avec Imane Choudan. L'actualité, c'était l'élection surprise du nouveau maire de Sainte-Anne. C'est pas la candidate qu'avait choisi, semble-t-il, le maire actuel, l'ancien maire, on peut dire maintenant Christian Baptiste, puisque c'est son frère
qui lui succède au détriment de Madame Courriol qui avait été choisie, Lydia Courriol. On a fait un tour du côté de Rémina Souta, où Thierry Gadou présentait un livre sur l'eau. La Guadeloupe, l'île sans eau, la belle île sans eau, et puis l'avant-première des Nuits Bleues de l'Indépendance, ce film de Jean-Philippe Pascal, je vous l'ai dit qu'on va recevoir ici même mercredi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on vous remercie. On rappelle quand même, le 12 septembre, mais c'était en 1928, un cyclone terrible de puissance 4 ravageait la Guadeloupe, particulièrement Pointe-à-Pitre, et on a vu quelques images, on en a parlé la semaine dernière, et ce cyclone était très dur, et c'est vrai qu'à l'époque beaucoup de cases étaient encore en bois, et tout ça c'est extrait de l'ouvrage de Laurent Mann, Les Antilles et la Guyane en 365 dates. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on vous remercie d'être avec nous, on vous retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle série de cette série. On remercie tous ces gens, on remercie Iman, on remercie Carole et toutes ces personnes qui tous les jours viennent avec nous et sont regardés par des milliers de Guadeloupéens en Guadeloupe, en France. On aussi, beaucoup de Guadeloupéens qui étaient en vacances nous disent qu'ils regardent avec plaisir cette émission. Ben quoi, Dio, bon bye, à bientôt et puis nous retrouver nous demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.